Bonjour, nous voilà rendus à la 8e émission. Nous allons aborder justement le troisième millénaire et le 21e siècle. Vous savez, lors de la première émission, je vous ai parlé d'un livre que j'avais écrit qui n'était pas publié. Eh bien, le voilà. Il a été édité. C'est L'émergence d'un nouveau monde aux éditions du Tulinois. On pourrait dire que Télé Nouveau Monde est un peu comme une suite, une extension de ce livre-là. Si vous appréciez Télé Nouveau Monde, eh bien, vous allez vous régaler en lisant ce livre-là, car il contient mille et une informations supplémentaires. Donc, à tous ceux qui vont se procurer ce livre, je vous souhaite une bonne lecture. Dans la 7e vidéo, à partir d'environ la 15e minute, j'ai lu un texte sur les enfants créatuels de l'auteur et spiritualiste Pierre Lassalle. J'ai fait une erreur. J'ai introduit dans son texte l'idée que les enfants indigo, cristal et arc-en-ciel étaient comme les enfants créatuels. J'ai même souligné que c'était le cas des enfants suractifs dans les écoles. C'est une erreur. Ces enfants ne sont pas des enfants créatuels. Donc, ces enfants sont complètement différents. On voit ici. Donc, vous avez les enfants cristal, indigo et arc-en-ciel sont différents des enfants créatuels, même à l'opposé, quelquefois. Donc, vous pouvez voir justement la définition dans des documents ou bien sur Internet ou encore dans Wikipédia. Le texte de Pierre Lassalle ne concernait que les enfants créatuels. Il voulait justement apporter un éclaircissement afin de bien souligner la différence, voire l'opposition entre ces enfants. Je tiens donc à m'excuser auprès de vous tous de cette erreur. Et aussi, je tiens à m'excuser auprès de l'auteur, Pierre Lassalle, pour avoir introduit d'une façon aussi maladroite une telle erreur dans son texte. Alors, nous allons revenir maintenant à l'évolution du Nouveau Monde. Nous allons résumer ce qui a été dit dans la 7e vidéo. On avait expliqué, voilà, comment cela aurait dû se passer. C'était l'Ancien Monde jusqu'à l'an 1900. À partir de 1900, le dernier siècle du deuxième millénaire, ça aurait dû être le siècle préparatoire d'un nouveau monde. Et à partir de l'an 2000, premier siècle du troisième millénaire, ça aurait dû être le début d'un nouveau monde. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Mais pas du tout. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, voilà. À partir de 1900, le nouveau monde a été retardé par l'ancien monde. On s'en souvient avec les deux guerres mondiales. À partir de 1950, là, le nouveau monde va commencer à apparaître, mais mélangé, enchevêtré dans l'ancien monde. Alors, on avait parlé du mouvement hippie qui est apparu. Une nouvelle classe sociale aussi qui est apparue, c'était les jeunes. Et ben, au Québec, c'était aussi la Révolution tranquille. Donc, on pourrait dire que on était rendu comme à un carrefour. Je vais vous montrer ici. C'était le temps des grands changements, avec l'arrivée de l'an 2000, du 21e siècle et du troisième millénaire. Tous les temps, là, on le voit, c'est là vraiment qu'il y a eu une grande transformation qui s'est faite. J'ai même ici une citation de Albert Einstein qui nous incite à regarder les choses différemment. Il nous faut apprendre à voir le monde autrement, comme disait le grand Albert. Maintenant, nous allons voir justement c'est quoi ces changements-là en commençant avec l'ancien monde. Donc l'ancien monde, c'est aussi l'ancien monde profond, l'État profond, les dirigeants 1%, le nouvel ordre mondial, la mondialisation, c'est tout ça. Donc, ces gens-là ont apporté un grand changement. C'est qu'ils ont transformé la première valeur mondiale. Depuis la nuit des temps, ça a toujours été l'être humain. Évidemment, l'humanité, c'est l'être humain. Eh bien, eux, à partir de l'an 2000, ils ont changé ça. Alors, ils ont changé l'être humain et ils l'ont remplacé par l'argent. Je vais vous lire un texte avant tout. Ah oui, je vais vous lire un texte dans mon livre, justement. Un texte à la page 114 sur l'être humain ou l'argent roi. Les dirigeants 1%
ont donné à l'argent une notoriété absolue. Ils ont ainsi réussi à élever l'argent bien au sommet de leur système triangulaire. L'argent trône au-dessus de tout. Il a même été couronné l'argent roi. Depuis l'an 2000, ils ont réussi le tour de force d'enlever l'être humain, le vivant, comme première valeur mondiale pour le remplacer par l'argent roi du non-vivant. Et voilà. Première valeur mondiale. Avant l'an 2000, c'était l'être humain, le vivant. Et après l'an 2000, ça devient l'argent roi du non-vivant. J'ai même ici une citation de Pierre Rabhi sur l'argent. Et le monde se brise un peu plus chaque jour, car l'argent a plus d'importance que les humains. Eh oui, malheureusement. Alors, là, on vient de voir un grand changement provoqué par l'ancien monde. Maintenant, on va en voir un changement qui va être amené par le nouveau monde. Alors, cette fois, le nouveau monde, ça va être Gaïa la Terre, mais aussi Dame Nature qui vont apporter ce changement. On a vu qu'en l'an 33, Gaïa la Terre avait subi de grands changements. Alors, on le voit ici. Gaïa la Terre en l'an 33. Elle se densifiait toujours de plus en plus et à partir de l'an 33, elle a commencé à se dédensifier. Au lieu de descendre, ça a été le début de son ascension. Et elle a eu aussi une nouvelle aura. À partir de l'an 2000, c'est son taux vibratoire qui va changer. Donc, son taux vibratoire était toujours le même et tout d'un coup, le taux vibratoire s'est mis à augmenter de plus en plus. Alors, je vais vous lire un texte, justement, encore dans mon livre là-dessus. À la page, cette fois-là, ça va être à la page 120. Des scientifiques russes. Ah, c'est un texte de Pierre Lassalle. Des scientifiques russes et norvégiens ont découvert que la Terre augmentait son niveau vibratoire. En effet, le niveau vibratoire de la Terre est demeuré le même, soit environ 8 Hz. Alors, des Hz, c'est quoi? C'est l'unité de mesure des fréquences vibratoires. Donc, c'est comme ça, on le sait, le nombre de fréquences que nous avons là. Donc, 8 Hz, durant une très longue période de temps, cette vibration de 8 Hz était en même temps celle du corps physique humain. À partir de 1997, cette vibration a augmenté passant à 9 Hz, puis 10, 11, 12 Hz. Cette vibration se trouvant aujourd'hui aux alentours d'environ 12 Hz, avec des pointes de temps en temps, voire jusqu'à 16 et même 20 Hz. Donc, voilà. Gaïa la Terre et Dame Nature, son taux vibratoire est passé de 8 à 12 Hz. Donc, une augmentation de 50%. Ce qui se produit un allègement et une élévation. C'est une élévation, donc ça veut dire le Gaïa la Terre, elle subit un allègement, ou on pourrait dire, par rapport à la matière, elle se dématérialise, tranquillement, évidemment. Alors, on va continuer le texte. Cependant, cette augmentation vibratoire provoque différents symptômes chez l'être humain. Si la Terre s'élève vibratoirement ou vit son ascension, cela signifie que l'être humain doit s'adapter à cette transmutation. Or, plus l'être humain a un mode de vie matérialiste et une pensée de même nature, et plus il demeure dans une densité lourde et rigide. L'ascension de la Terre ne peut que le perturber. Donc, voyons ça. L'augmentation du taux vibratoire de Gaïa la Terre. Dans le Nouveau Monde, l'homme s'adapte à cette mutation allégeante de 12 Hz. Dans l'Ancien Monde, l'homme demeure dans une densité alourdissante de 8 Hz. Évidemment, quand on dit dans le Nouveau Monde, il faut comprendre que l'être humain doit s'adapter, doit se transformer, doit s'améliorer. Alors,
Il doit devenir de plus en plus lui-même, de plus en plus l'être humain qu'il est, devenir peut-être de plus en plus, par exemple, comme l'être spirituel qu'il est. C'est tout aussi le phénomène de la nouvelle reliance au monde spirituel. Continuons. Pour de nombreux chercheurs, le stress est la résultante de cette élévation vibratoire de la Terre. Si une personne matérialiste vibre habituellement à 8 Hz, elle ne peut que se sentir mal de nos jours avec une vibration oscillant autour de 12 Hz. D'où un stress conséquent et permanent, sans compter toutes sortes de désordres physiques. Voilà ici. Donc, ceux qui demeurent dans l'ancien monde et une densité lourde, va se produire un stress, ils vont se sentir mal, ça va créer des perturbations et un désordre physique. Continuons encore. De plus, l'élévation du taux vibratoire de la planète génère l'impression que le temps s'accélère. Il y a plus que temps de changer notre mode de vie et de le rendre de plus en plus en accord avec la nature et notre vraie humanité. Et de se concentrer régulièrement sur des idéaux et des valeurs élevées, éternelles, sacrées et spirituelles. Le futur ne pourra être semblable à ce que nous connaissons de nos jours. Ouvrons-nous au futur et préparons-nous à incarner qui nous sommes, cet être qui construira les bases d'un monde meilleur. Et bien voilà. Et là-dessus, voyons ce qu'ajoute Peter Dodov par rapport à ça. Une citation de lui. La seule et meilleure chose que l'homme puisse faire maintenant, en s'améliorant consciemment, c'est d'élever son niveau vibratoire afin de se trouver en harmonie avec cette vague puissante qui bientôt le submergera. Donc, on peut dire qu'à partir de l'an 2000, nous sommes partis d'un monde unidirectionnel en passant dans un monde, deux mondes différents. Donc, avant, nous avions qu'un seul monde, une direction, et ça depuis la nuit des temps encore. Et là, à partir de l'an 2000, il va se produire une différence où les deux mondes vont se séparer. Alors, là-dessus, je vais vous lire un texte encore dans mon livre, à la page 116. Je vais vous le trouver. 116, voilà. L'an 2000, l'année de l'humanité bidirectionnelle. Il s'agit d'une nouvelle réalité qui s'impose de plus en plus. Il existe désormais deux humanités qui sont en train de se bâtir. Pendant des millions d'années, l'humanité n'avait qu'une seule direction pour toute la population terrestre. Elle était unidirectionnelle. Avec l'arrivée du troisième millénaire, l'an 2000, l'humanité unidirectionnelle a commencé à se différencier en deux humanités et elle est devenue bidirectionnelle. Il y a d'une part les dirigeants 1% et l'État profond et leur humanité du nouvel ordre mondial, l'ancien monde profond, qui prennent actuellement presque toute la place, et d'autre part l'humanité d'un nouveau monde qui émerge et qui se renforcit de plus en plus. Donc, voilà ce qui se produit. Avant l'an 2000, c'était un monde seulement, unidirectionnel, une seule direction, et c'était toute la population terrestre. À partir de l'an 2000, c'est deux mondes, donc bidirectionnels, c'est-à-dire le monde du nouveau monde et celui de l'ancien monde. Voilà ce que ça donne sur ce tableau. Donc, le nouveau monde, à partir de 1900, on le sait, il a été retardé par l'ancien monde. À partir de 1950, il était mélangé et enchevêtré à l'ancien monde. Et à partir de l'an 2000, il ne pouvait plus continuer à être enchevêtré et mélangé. Donc, il s'est vraiment distingué, il s'est différencié. Et on le voit ici. Voilà. Il se distingue de l'ancien monde. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons deux mondes bidirectionnels. Alors, c'est la prochaine étape que l'on va voir maintenant, après cette bidirectionnalité, si on peut dire, on va passer à l'an 2012. En l'an 2012, il s'est passé un événement historique mondial. Il y en a qui doivent s'en souvenir, c'est le 21-12-12, le 21 décembre 2012, selon le calendrier Maya, date qui indiquait la fin d'un cycle.
Je me souviens, en 2012, les années avant, il y avait des gens qui disaient, ah, lorsque le calendrier Maya va arriver la date, là, le 21-12-12, ça va être la fin du monde. Tout va se terminer. Donc, une vision noire des choses. Et d'autres disaient, à partir de cette date-là, tout va devenir beau, tout va devenir merveilleux. Donc, une vision rose. Mais c'était ni un ni l'autre qui s'est produit, finalement. Je vais vous lire, justement, dans mon livre, à la page 133, qu'est-ce qu'il y en a. Cet événement historique qui a marqué l'imaginaire collectif a inspiré des centaines de livres, des milliers de sites Internet, et même Hollywood y est allé d'un film à grand déploiement, qui a obtenu un certain succès avec un titre bien éloquent, 2012. Tout ceci n'était pas le fruit du hasard. Derrière tout ce branle-bas médiatique, il avait bel et bien une vérité voilée qui indiquait effectivement la fin définitive d'un cycle, celle de l'humanité unidirectionnelle. Voilà ce qui s'est produit. C'est qu'on a vu qu'à partir de l'an 2000, les deux mondes sont comme ensemble. Hein? Et à l'an 2012, qu'est-ce qui va se produire? C'est que les deux mondes vont carrément se séparer. Voilà. Donc, à partir de 1900, le Nouveau Monde est retardé. 1950, le Nouveau Monde est mélangé à l'Ancien Monde. À partir de l'an 2000, il se distingue de l'Ancien Monde. C'est le début de la bidirectionnalité des deux mondes. Et à partir de l'an 2012, cette fois-là, le Nouveau Monde se sépare carrément de l'Ancien Monde. Et ce sont deux mondes différents. Le Nouveau Monde et l'Ancien Monde. Donc, on voit l'évolution. Mélangé au début, après ça, pouf, il devient au-dessus et maintenant, il se sépare. C'est deux mondes différents. Donc, nous allons maintenant continuer avec un autre événement d'importance. Donc, cet événement particulier qui s'est passé ici au Québec en 2012. Alors, c'était quoi? C'était le printemps érable au Québec en 2012. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, mais je vais vous lire un texte là-dessus, à la page 134 sur le printemps érable. Alors que l'humanité vivait cet événement historique important en se scindant en deux, le Québec vivait lui aussi un événement marquant en se voyant également se scinder en deux pour devenir bidirectionnel. Ce fut le printemps érable, représenté par les carrés rouges et les manifestations en tapant du chaudron. Cette grande mobilisation étudiante a démontré que le Québec était également devenu bidirectionnel. Il y avait désormais d'un côté le Québec d'un nouveau monde, incarné par la mobilisation étudiante et épaulé par la population solidaire. Et de l'autre côté, le Québec des dirigeants 1% de l'État profond, représenté par le gouvernement de l'époque, les médias de masse et la population qui s'était opposée à ce mouvement étudiant, pourtant juste et sensé. Donc, on a deux mondes actuellement, le Nouveau Monde et l'Ancien Monde. Eh bien, c'est ce qui s'est produit, on l'a vu maintenant, ils se sont séparés, mais même au Québec, on a vécu cette séparation-là. Donc, le printemps érable a permis de voir que ceux qui participaient au printemps érable, les étudiants et ceux qui étaient solidaires, ils étaient dans l'énergie d'un nouveau monde. Et ceux qui s'opposaient à ce mouvement étudiant-là, ils étaient dans l'énergie de l'ancien monde. Donc, on le voit, à partir de ce moment-là, c'est devenu très net qu'il y avait cette division-là entre les deux. D'ailleurs, je me souviens, j'ai manifesté à cette époque-là, au moins 4-5 fois, là, j'ai tapé du chaudron, là, j'étais vraiment avec ces gens-là. Et il y a une différence. Vous savez, les dernières années, les 2-3 dernières années, j'ai participé à quelques manifestations. C'était différent. Parce que les dernières manifestations, j'avais l'impression qu'on était pris dans un étau avec l'État profond et tout, qu'est-ce qui se passait. Et on manifestait pour dire, on n'en veut plus de cet étau-là, on veut la liberté. En 2012, c'était pas comme ça. Donc, je me promenais dans ces manifestations-là, hein, je les gardais en souvenir, les carrés rouges. Et des fois, je voyais des gens à cette époque-là où toute la journée, ils se promenaient avec leur carré rouge. Ils étaient vraiment partie prenante de ce mouvement-là. Eh bien, lorsque je marchais dans la rue et qu'on manifestait,
contre ce que le gouvernement nous imposait, il n'y avait pas juste ça, il y avait d'autres choses. Probablement, je n'étais pas le seul à le ressentir. Il y avait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui s'ouvrait, il y avait quelque chose de beau. Eh bien oui, probablement ce que je ressentais et d'autres, c'était ces deux mondes-là qui sont en train de se séparer. Et ça ne pouvait pas faire autrement que de nous faire chaud au cœur, hein, ce qui se produisait. Donc, on peut dire que le printemps érable a vraiment laissé une empreinte dans le Québec. Une empreinte importante concernant le Nouveau Monde. Pareil comme en Nouvelle-France. En Nouvelle-France, c'était les gens qui étaient là, c'était vraiment les artisans de Nouveau Monde. Ils ont laissé une empreinte qu'aujourd'hui, on a toujours dans notre ADN. Eh bien, le printemps érable, c'est la même chose. Il a laissé une empreinte. C'était vraiment les artisans de Nouveau Monde. Et aujourd'hui, nous sommes toujours des artisans de Nouveau Monde. Voilà. En Nouvelle-France, nous étions des artisans de Nouveau Monde. Au printemps érable, nous étions aussi des artisans de Nouveau Monde. Aujourd'hui, nous sommes toujours des artisans de Nouveau Monde. Et le nom de ces artisans-là, ce sont des Nouveaux Mondistes. Du Nouveau Monde. Nous sommes des Nouveaux Mondistes. Donc, vous savez, l'État profond aujourd'hui, les dirigeants de ce monde, les dirigeants 1%, ils nous appellent les complotistes ou les conspirationnistes. Ils nous donnent ce nom-là. Eh bien, ce nom-là, à mon avis, ça ne nous appartient pas. Ça, c'est à eux. Ils veulent absolument nous étiqueter, nous donner un nom. Donc, on n'est pas des conspirationnistes, on n'est pas des complotistes. Nous sommes des artisans de Nouveau Monde. Voilà. Ici, on le voit bien. Dans l'Ancien Monde, à gauche, l'État profond. Attendez. Nous sommes des complotistes, des conspirationnistes. C'est une énergie négative qui nous pousse vers le bas. Alors qu'ici, dans le Nouveau Monde, nous sommes des artisans de Nouveau Monde. Nous sommes des nouveaux mondistes. C'est l'énergie positive qui va vers le haut, qui nous pousse vers le haut. C'est complètement différent. Pour les gens de l'État profond, ils ne veulent pas d'un nouveau monde. Ils n'en veulent surtout pas. Ce qu'ils veulent, c'est de rester dans l'Ancien Monde. Et tout se passe dans l'Ancien Monde. Et eux contrôlent tout à 100%. Ils ne veulent pas de ça. Donc, voici. L'État profond et les dirigeants 1% ne veulent pas entendre parler de Nouveau Monde. Et encore moins d'artisans de Nouveau Monde ou de nouveaux mondistes. Ils veulent seulement des complotistes ou des conspirationnistes. Mais pourquoi? Eh bien, ils veulent, comme je vous disais tantôt, ils veulent garder un monde unidirectionnel. Et voilà. L'État profond veut conserver un monde unidirectionnel, sans le Nouveau Monde. Donc, dans ce monde-là unidirectionnel, où le Nouveau Monde n'existe pas, il y a ceux qui sont pour eux, ce sont les adhérents, et ceux qui sont contre, ce sont les complotistes. Vous voyez, en n'ayant qu'un seul monde, il n'y a pas un deuxième monde, donc on ne peut pas s'associer à l'idée que nous sommes des adhérents de Nouveau Monde, donc des nouveaux mondistes. Voilà la suite. Ils veulent nous réduire à être seulement contre eux. Des complotistes contre eux, dans leur monde unidirectionnel, sans le Nouveau Monde. Donc nous sommes contre eux. Mais jamais nous sommes pour le Nouveau Monde. Non, jamais. C'est toujours nous garder dans cette pensée-là unique. Pour terminer là-dessus. Alors, ce qu'ils font, c'est que constamment, ils répètent « Vous êtes des complotistes, vous êtes des complotistes, vous êtes des complotistes. » Non, on n'est pas des complotistes. Nous sommes des artisans d'un nouveau monde. Nous sommes des nouveaux mondistes. Alors, dans la 9e émission, nous allons revenir là-dessus, sur le principe de ces deux mondes. Alors, pour tous les artisans de Nouveau Monde ou les nouveaux mondistes qui voudraient se procurer mon livre, voici les informations. Alors, l'émergence, le titre, c'est L'émergence de Nouveau Monde. L'éditeur, c'est du Tulinois. Et le distributeur, c'est Prologue. Alors, vous pouvez le commander dans toutes les librairies, ou bien en ligne, chez Renaud-Bré, Archambault ou Amazon. Ceux qui veulent avoir le livre numérique, vous pouvez le faire sur le site Coop Zone. Et en France, en Europe, ceux qui veulent avoir le livre numérique, vous pouvez le faire sur le site leslibraires.fr. Par contre, en Europe, en France, le livre papier n'est pas encore sorti. J'espère qu'il va arriver le plus vite que possible.
Donc, là-dessus, je vous donne rendez-vous pour la 9e émission et je vous dis à vous tous, plus que jamais, tous les nouveaux mondistes, soyons des artisans de nouveaux mondes. Ou encore, plus que jamais, tous les artisans de nouveaux mondes, soyons des nouveaux mondistes. Alors, je vous quitte là-dessus. À la prochaine. Au revoir.